4 juillet 2023, on se retrouve enfin pour une nouvelle petite mise à jour de l'actualité. Alors, bon, qu'est-ce qui s'est-il passé donc ces derniers temps bon, alors, aujourd'hui on est le 4 juillet, alors je fête, c'est la fête nationale des États-Unis, donc je souhaite à tous nos amis patriotes américains qui suivent mes vidéos, je sais qu'il y en a, hein. Et je vous salue les amis et bon courage, hein. Combat contre les néocons, contre les mondialistes aux États-Unis, on sait que vous le menez et donc on est avec vous. Et donc on verra plus tard que d'ailleurs les néocons sont moyennement appréciés encore aux États-Unis dans les meetings de Trump, hein. On verra ça tout à l'heure à la fin de la vidéo. Et d'abord, bon, bah, d'abord je vais remercier Renaud, hein, Renaud Priou, mon ami de Belgique, hein, de Bruxelles, qui soutient cette chaîne. Et je te remercie Renaud. Et c'est grâce à Renaud, c'est grâce à d'autres, à François, Jean-Claude, etc., à plein de soutiens comme ça. Et cette chaîne continue. Et donc je vous remercie les amis. Donc, on va parler de la centrale de Zaporizhia. Alors, la centrale de Zaporizhia, ça fait un moment que les médias répercutent enfin, le discours zelenskyste, le discours du pouvoir du régime ukrainien, comme quoi il va y avoir une action russe. Enfin bon, les Russes ont miné la centrale, on nous répète, là, les Russes ont miné la centrale. Bon, pourquoi ils font ça? Bon, bah. Ouais, parce que c'est une dictature, hein, parce que Poutine est un dictateur, et que les dictateurs font ça, hein, les dictateurs minent les centrales nucléaires, les dictateurs détruisent leurs propres barrages, leurs propres gazoducs, rien que pour montrer qu'ils sont méchants, et qu'ils sont capables de le faire, et voilà, et parce que c'est des dictateurs, hein, voilà, cherchez pas d'explication rationnelle, c'est pas des gens rationnels, c'est des dictateurs, donc voilà, c'est comme Bachar el-Assad, hein, Bachar el-Assad. On se rappelle, hein, Bachar el-Assad qui gagnait, avec l'aide d'ailleurs de notre dictateur Poutine, hein, qui gagnait à plat de couture contre les djihadistes, hein, dans sa guerre contre les djihadistes. Et puis tout d'un coup, en 2015, hein, et puis d'un coup, il lui a pris une idée comme ça, hop, une attaque chimique contre un quartier tenu par des rebelles. Voilà. C'est comme ça, gratuit, juste comme ça, parce qu'il gagnait, puis que les dictateurs font ça. Voilà, c'est un dictateur, c'est un tyran. Donc les tyrans, bah, ils font ça. Donc cherchez pas à comprendre, hein, cherchez pas de raison. Donc voilà, alors là, les Russes ont miné, en soi-disant miné la centrale de Zaporizhia. Et voilà, parce que Poutine est méchant, et voilà. Et puis, on a une interview sur France 24 de Raphaël Grossi, donc le délégué de l'AIEA qui campe déjà sur la centrale de Zaporizhia depuis des semaines et des semaines, hein, qui a inspecté dans tous les sens, hein, et puis on lui demande, alors, le journaliste de France 24 veut à tout prix avoir son petit scoop et la petite approbation, évidemment, de cette histoire de minage de la centrale par les Russes, etc. Et là, ben, Raphaël Grossi, il peut pas. Comme il n'ose pas mentir, mais que bon, il est bien embêté quand même, parce qu'il veut pas. Il dit quand même, voilà, hein, la IEA, ça fait quand même partie, c'est des officines hein, quand même qui sont contrôlées plus ou moins par l'Occident collectif, hein, pas plutôt plus que moins d'ailleurs. Donc voilà. Mais bon, il est obligé de dire, bah non, j'ai pas vu. J'ai pas vu ça, j'ai pas vu nulle part que la centrale a été minée par les Russes. Non, j'ai pas vu du tout de traces de ça. Donc voilà. Donc, voilà. Et, les Ukrainiens, les services ukrainiens mijotent un petit faux drapeau pour faire oublier la contre-offensive qui date déjà maintenant de plus d'un mois, hein. Qui a déjà commencé depuis plus d'un mois, hein, la grande contre-offensive qui devait être expédiée
En quelques jours, hein, je l'avais dit, hein, je vous en avais parlé déjà dans une vidéo bien précédente, hein, au mois de... Quand c'était au printemps, quand on nous l'annonçait hein, pour le printemps, alors ça devait faire une percée à travers le sud de l'oblast de Zaporizhia, et puis arriver jusqu'à la mer d'Azov et couper en deux les Russes entre la Crimée, et l'oblast de Kherson, et puis le Donbass, ils seraient coupés en deux, leurs approvisionnements en munitions, en armes, en hommes, etc. Et ça créerait la panique, cette offensive éclair, de quelques jours, 4-5 jours maximum, avec son succès fulgurant, créerait la panique dans, dans, dans les élites russes et à Moscou et au Kremlin, et puis provoquerait un changement de régime. Voilà. C'était l'idée, hein. Bon, voilà. Bon, bah, il se trouve qu'à partir du moment où ça n'a pas du tout marché, bon là non, ça fait plus d'un mois qu'elle piétine, la contre-offensive, elle est même au prix d'énormes pertes, les Ukrainiens ne sont même pas arrivés en première ligne de fortification russe. Résultat, ils ont tenté d'attaquer un peu par Kherson, puisque maintenant, grâce à la destruction partielle du barrage de Kakhovka, soi-disant par les Russes, hein, bon, qui se tirent des balles dans le pied sans arrêt. Hein. Ouais, en tout cas, ça avantage les Ukrainiens. Hein. Maintenant, on peut le constater. Au début, on ne savait pas, on pensait que ça n'avantageait ni l'un ni l'autre, mais en fait, on s'aperçoit que ça avantage les Ukrainiens, puisque ça leur permet plus facilement de traverser le Dniepr pour mener des attaques sur l'oblast de Kherson. Et donc, bon, il y a le pont Antonov qui a été pris par les Ukrainiens, ils ont occupé la rive donc est, la rive donc russe, hein, du pont Antonov, qui était un pont en aval un peu du barrage. Hein. Et bon, bah voilà, ils ont profité grâce au fait que le terrain a été rendu plus facile pour eux, puisque les eaux ont détruit les fortifications qu'avaient construites les Russes pendant 6 mois. Bon. En disant, les Russes ont fait eux-mêmes sauter le barrage, pour détruire leurs propres fortifications qui s'étaient fatiguées à construire pendant 6 mois, et qui maintenant leur font défaut pour se défendre. Enfin, bon. Toujours la même logique, hein, toujours la même logique, c'est comme pour la centrale, hein, donc voilà, les Russes l'ont miné, et vont faire un attentat, juste pour cacher qu'en fait, ils sont en train de gagner la bataille de la contre-offensive ukrainienne, hein, qui se casse les dents et qui échoue, et d'ailleurs, au nord, les Russes contre-attaquent, hein, d'ailleurs. Les médias n'en parlent pas, mais sur le nord du front, vers Kupiansk, hein, il y a des gains territoriaux des Russes hein, qui avancent sur cette ville de Kupiansk, qui est très fortement fortifiée, donc ça va être très, très compliqué pour les Russes, mais en tout cas, à cet endroit du front, les Russes avancent. Il y a de très gros combats toujours sur Artemovsk, hein, anciennement Bakhmut, où les Ukrainiens tentent de reprendre du terrain, reprennent un petit peu, puis reculent, ils annoncent des gains territoriaux, puis en fait, les Russes les nient, et puis publient des vidéos qui montrent que les annonces ukrainiennes sont prématurées, etc. Mais bon, au final, tout ça stagne, hein, le front de Zaporizhia, ça stagne, hein, les Ukrainiens tentent des offensives, voilà, et Pitikarki, qui avait été annoncé, un village qui avait été pris par les Ukrainiens, mais en réalité, il a été partiellement occupé par les Ukrainiens, mais ils reculent, ils avancent, enfin, bon, tout ça. Alors, l'utilisation massive des mines, hein, il y a eu la guerre des drones, on a eu la guerre des drones, on a eu la guerre des chars, maintenant c'est la guerre des mines. Hein. Les mines font beaucoup de dégâts, alors surtout les mines lancées à distance par les Russes, comme je vous ai expliqué, ils utilisent une stratégie, faire avancer les Ukrainiens sur les champs de mines avec leur matériel anti-mine, leurs blindés anti-mine, et donc bon, bah, une fois que les blindés anti-mine étaient détruits par les mines, soit par l'artillerie, obliger les Ukrainiens à faire demi-tour, et repasser à nouveau dans le champ de mine qu'ils avaient reminé par derrière grâce à leur artillerie de minage à distance, ou par hélicoptère d'ailleurs. Et donc les Ukrainiens se retrouvaient
perpétuellement à marcher sur des champs de mines. Donc maintenant, ils envoient plus de blindés, enfin beaucoup moins de blindés, les Ukrainiens. Alors ça reste parce qu'ils en ont un peu moins d'ailleurs, parce qu'ils se sont perdus pas mal, hein, Bradley Square, etc. Et ils vont carrément, ils envoient carrément des fantassins à pied, parce que ça leur permet d'avoir moins de pertes, parce que les blindés de transport de troupes sont facilement visés par l'artillerie russe. Alors, les Ukrainiens se plaignent aussi des blindés français, hein. On a vu des articles où les Ukrainiens disent que les blindés français, les AMX-10, que Macron avait fièrement donné, c'était le premier à donner des blindés. Bon, c'est des blindés à roues, hein, c'est pas des chars proprement dit, c'est des blindés à roues, des blindés légers. Et justement trop légers, avec un blindage trop fin pour les Ukrainiens, et ils disent qu'ils ne peuvent rien en faire, qu'ils ne peuvent pas attaquer leur contre-offensive avec ces blindés français qui sont vraiment pas du tout suffisants pour eux. Donc ils réclament des blindés lourds, plus de blindés lourds, plus de léopards, des Abrams, etc., des Challenger anglais. Pourquoi pas des Leclerc, mais les Français n'en ont déjà pas beaucoup, donc, donc ça m'étonnerait. Voilà, donc les Ukrainiens sont pas contents des blindés français, hein. AMX-10 à roue. Bon, alors, voilà, donc du coup, préparez-vous hein, à quelque chose à la centrale Zaporizhia. Les Ukrainiens, maintenant que la traversée donc, du réservoir d'eau du barrage de Kharkovka qui qui touche donc la centrale et qui d'ailleurs sert de réserve d'eau pour le refroidissement des réacteurs. Maintenant que la traversée est rendue plus facile, bon, pas encore à pied sec, hein, mais quand même, le niveau d'eau a tellement baissé à cet endroit-là que c'est possible. Les Ukrainiens peuvent tenter une attaque et puis bon, pourquoi pas faire sauter, envoyer un commando, faire sauter la centrale, etc. Un faux drapeau, et après on accusera les Russes, on a déjà commencé donc de l'avoir fait. Le coup classique. Donc voilà, bon alors on a Die Welt, hein, le magazine allemand Die Welt qui nous dit bon bah le narratif des Russes qui manquent de munitions, c'est fini, hein. C'est foutu, hein, parce qu'ils me le disent, hein. Non, non, c'est le CISC, hein, donc c'est un organisme américain hein, de néocons hein, qui dit que bon, ouais, c'est pas la peine de compter sur la fin des missiles russes puisqu'ils en ont encore beaucoup. Donc tout ce narratif s'écroule, hein. Voilà, bon, évidemment, c'est un site qui est dédié aux marchands d'armes américains, donc évidemment, acheter nos systèmes antimissiles, hein, puisque les Russes en ont encore, hein. Donc, on est là dans une démarche commerciale, hein, ne pas le négliger. Non, Die Welt, lui, nous dit que la contre-offensive ukrainienne, qui était donc censée durer quelques jours et faire un effet fulgurant sur le moral des Russes, bon bah là, elle pourrait durer des mois et des mois, hein, peut-être jusqu'en décembre, hein. Il annonce l'article de Die Welt, hein. Donc bon, une contre-offensive éclair qui pourrait durer jusqu'à Noël, hein. Bon, voilà, on est bien. Je crois qu'on est bien. Alors bon, bah, les Américains donc envisagent de livrer des bombes à sous-munitions, hein, ainsi que des missiles à longue portée Atacms que réclament à corps et à cri les Ukrainiens depuis des mois et que les Américains refusaient obstinément de donner, hein, puisque les Anglais, eux, avaient donné leur fameux Storm Shadow, qui ont fait quelques dégâts à l'arrière du front du côté russe. Les Américains, eux, ont refusé de donner leur équivalent, c'est ce qu'on appelle les Atacms, hein, donc des missiles à longue portée de plus de 250 km. Et donc, qui permettraient donc aux Ukrainiens d'attaquer la Crimée. Donc là, on va vers une escalade dramatique, hein, si c'était le cas, hein. Ou d'attaquer directement le territoire russe, voilà. Ou dont la Crimée. Donc là, bon, évidemment, si l'Occident collectif, les Américains, petit à petit, commencent à céder à toute
à renier tout ce qu'ils ont dit précédemment et à vouloir donner des missiles à longue portée alors qu'ils refusaient avant, c'est bien parce que l'Ukraine est en train de perdre cette guerre et que donc bon, tout est bon, on essaye toutes les effets d'annonce. Voilà, les armes magiques, etc. Bon, bah, les armes magiques, elles se succèdent, mais elles ne font rien, elles ne changent rien à l'issue du conflit. Et donc, bon, bah, si l'Ukraine gagnait, si l'Ukraine était victorieuse sur le terrain, on n'en serait pas à vouloir toujours donner, toujours surenchérir sur les armes, les munitions, etc. C'est évident. Alors maintenant, on nous a inversé le narratif qui était la disparition bon, de Boudanov et qu'on n'a toujours pas trop vu d'ailleurs, hein, à part dans des images un peu étranges, et de Zalouzny. Bon, bah, alors là, les Russes, ils ont fait la même chose, enfin, les Occidentaux nous ont ressorti exactement le même scénario avec Gerasimov et Surovikin. Alors, ils auraient disparu, voilà, les généraux disparus. Voilà, alors que c'est des gens qu'on voit très peu dans les médias. Hein. Je crois que Surovikin, il a donné un interview, ou une interview, je sais pas comment on dit, une entrevue. Donc, je crois, hein, depuis qu'il a été quand il a été en poste, hein, entre le moment où il était en poste, et aujourd'hui, quant à Gerasimov, je l'ai jamais vu. Hein. J'ai jamais vu d'interview de lui, donc, donc on nous dit qu'ils ont disparu, mais on les voyait jamais. Hein, donc, je vois pas. Alors que bon, voilà, pour ce qui était de Boudanov, donc du côté ukrainien, et Zalouzny, c'est des gens qui adorent s'exposer dans les médias, qui adorent beaucoup, qui parlaient beaucoup, qui donnaient beaucoup d'interviews, etc., et qui, d'un coup, n'ont plus donné pendant plusieurs semaines, puis sont réapparus un peu bizarrement pour l'un, et ouais, on se demande si c'est pas quelqu'un qui lui ressemble à Zalouzny, mais enfin, moi je dis rien, je sais pas, non, non, je suis pas là-dedans, hein, mais bon, c'est vrai qu'il y a des questions qui peuvent se poser. Voilà, bon, bah, je crois que j'ai abordé à peu près tous les sujets actuels. Voilà, bon, bah, la centrale à Zaporizhia. Voilà. Et puis on va finir, bon, bah, sur une note sympathique avec, bon, bah, ouais, je vous passe les bourdes habituelles, quotidiennes de Biden, hein, qui nous en rate pas une. Hein. Il y en a tellement, vous avez tout ça sur les réseaux sociaux, mais bon, il y avait donc un meeting de Trump en Caroline du Sud, qui est donc le fief de Lindsey Graham, un des pontes des néocons du côté républicain, parce que, évidemment, les néocons tiennent le Parti démocrate, mais aussi une grosse partie des républicains. Pas tout. Il y a les Trumpistes, ce qu'on appelle les Trumpistes, hein, ceux qui sont honnis par nos médias néoconisés. Hein. Donc les Trumpistes qui sont voilà et l'électorat en fait massif de Trump qui n'est pas du tout mais les élites républicaines il y en a une grosse partie hein, qui à l'image de George Bush aime bien écouter les conseils des néocons. Et Lindsey Graham c'est un néocon vraiment extrême extrême hein, il s'est félicité à la télé ukrainienne que c'était un bon investissement pour les Américains pour tuer des Russes, etc. Enfin, et donc il faisait un meeting, donc c'est un meeting de Trump. Il a participé à un meeting de Trump pour se faire sa propre promo. Et là il s'est fait huer, mais alors copieusement, mais huer comme rarement on peut se faire huer. Même Macron en France, je crois qu'il fait huer pas mal quand il va au Stade de France, etc. Mais là, voilà, alors bon, voilà, il s'est fait huer. Et donc vous allez pouvoir le voir à la fin de la vidéo, voilà. Alors sinon, bah, il y en a ce qui se passe en France, hein, voilà, alors on accuse les Russes. Alors on a les médias qui accusent les Russes de profiter, la propagande russe profite des émeutes en France pour se faire son beurre sur le dos de la France avec la propagande russe. Bon, ils ont vite oublié que quelques jours avant, ils faisaient exactement la même chose avec la farce Prigogine, hein, la farce Prigogine qui a été réglée en moins de 24 heures, hein, mais bon, j'ai pas eu le temps de parler parce que j'étais en déplacement, j'étais pas dispo au moment où ça s'est passé, j'étais pas là et je pouvais pas faire une vidéo. Donc bon, bah, je vous ai épargné ça, vous en avez vu, vous en avez entendu parler sur tous les tons. Bon, bah voilà, Prigogine a tenté le coup pour essayer de contrer son ennemi héréditaire
Donc Shoigu, hein, ses deux ennemis héréditaires avec Shoigu et Gerasimov, bon, il s'est planté, ça n'a pas marché. Il pensait qu'une grande partie de l'armée le suivrait, Prigojine, mais non, en fait, ça a juste montré, en fait, cette histoire, ça a juste montré que l'État russe est quand même relativement solide et que toute l'armée est restée soudée derrière le pouvoir de Vladimir Poutine et n'a pas suivi en la masse de l'armée, n'a pas suivi le putschiste en herbe Prigojine, bon, qui ne voulait pas vraiment faire un putsch, hein, il voulait juste pour virer ses ennemis personnels hein, pour des histoires de gros sous, hein, de contrats pour la restauration de l'armée russe, voilà, qui est passé sous le nez de Prigojine par la faute de Shoigu quand celui-ci a été nommé ministre de la Défense. Donc haine, voilà, pour des raisons de gros sous, des raisons financières. Bon, voilà, en tout cas, les médias occidentaux nous disent la Russie, le pouvoir poutinien affaibli, la Russie, Poutine est faible, la Russie, ça y est, fragile, etc. Donc ça c'est pas exploité la situation de l'affaire Prigojine pour faire la propagande. C'est exactement la même chose. Non, ils reprochent aux Russes de faire la même chose avec les émeutes en France. Mais les émeutes en France, les Russes, ils n'ont pas inventé. Hein. J'ai pas encore entendu les complotistes habituels nous dire que c'était les Russes qui étaient derrière, qui avaient poussé les émeutiers. Enfin, bon. Parce que ça m'étonnerait pas que ça arrive, hein, d'ailleurs. Qu'il y en ait qui le disent. Mais bon, voilà. On n'est peut-être pas encore tout à fait là, mais voilà, ils exploitent, ils profitent pour faire de la propagande. Ouais, ouais. Bah, ils font comme vous, quoi. C'est la même chose. Bon, voilà. Et puis sinon, bah, on a aussi les Polonais, hein, le Premier ministre polonais, hein, dont le nom, je vous le laisse, hein, je vous l'épargne, hein, je n'arriverai pas à le prononcer, qui a tweeté sur les émeutes en France en raillant un peu la France, hein, en disant nous pas question que nous en mettant en parallèle la tranquillité des villes polonaises où les gens se promènent tranquillement dans la sérénité, sans délinquance, sans violence, etc. Et comparé à la France à feu et à sang où tout brûle, etc. Donc, bon, voilà. Donc l'ami polonais, lui, ne se gêne pas hein, pour se faire sa propagande sur la France, mais ça ne gêne pas les médias, là, par contre. Pourtant, c'est un pays de l'UE, hein, c'est un pays de l'UE, la Pologne, hein, qui critique une des plus importantes puissances de l'UE, la France, hein, la deuxième puissance de l'UE, et qui la raille et qui la critique. Bon, voilà, ça non. Ça... Ah, par contre, quand les Russes profitent des émeutes pour faire leur propagande, alors là, sur le dos de la France, ça c'est pas bien, c'est inadmissible. Hein. Bon allez les amis, je vous laisse. Sur ce, une vidéo pas trop longue pour une fois, et puis on se retrouve bientôt, j'espère avec un peu plus souvent. Alors n'oubliez pas, vous pouvez toujours liker, mettre un pouce, hein, pour parler français. Vous cliquez sur tout, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager aussi cette vidéo, ça serait bien, et puis un petit commentaire si vous avez envie. C'est toujours apprécié, et puis vous pouvez me soutenir, hein, vous avez les liens en dessous. Et puis le blog noir de Brocéliande, vous pouvez me rejoindre sur Twitter, sur Facebook, sur VK, sur Gab. Et donc voilà, vous avez le choix. Hein. Et puis il y a le blog noir de Brocéliande, donc qui est en lien en dessous dans la vidéo. Le site de Veille Stratégique hein, de Sylvain Ferreira, toujours très bien informé, toujours très intéressant pour avoir les nouvelles du front, et Jacques Frère hein, sur Twitter, qui fait partie de mes sources préférées pour savoir tout ce qui se passe au jour le jour sur le front en Ukraine, et ailleurs d'ailleurs. Et merci à lui. Et donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et puis bonjour chez vous. Ladies and gentlemen, please welcome United States Senator Lindsey Graham.
Welcome to Pickens. Thank y'all for coming. Thank you very much. Thank you. Thank y'all. Thank you all for coming. Thank you very, very much. Thank you. Thank you. Thanks a bunch. Well, you want to find something in common? All right. Thank y'all. Thank you all very much.